Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes, et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans. Je pense que la réponse, elle est là. La transformation, c'est maîtriser, c'est avoir le pouvoir, oui. Et donc, on peut vivre à 3 familles sur 90 hectares, oui. Mais par exemple, mon mémoire de fin d'études, ça a été le business model d'une entreprise agricole. Donc, comment gagner de l'argent avec une entreprise agricole ? Est-ce qu'un paysan s'est déjà posé cette question avant de s'installer ? Moi, c'est ce que j'essaye aussi de transmettre, c'est des savoir-faire traditionnels mêlés à la technologie actuelle, en fait. Moi, je suis pas forcément pour cette idée qui dit il faut revenir à ce que faisaient les anciens. Oui, mais non, en fait, on a la chance d'avoir aujourd'hui la science qui nous accompagne, quoi. C'est pour ça que moi, je suis très fière d'avoir étudié pour appliquer en fait ce que j'ai appris aux méthodes traditionnelles de mon père, par exemple, qui lui n'a pas fait d'études et a tout appris de façon sur le terrain, quoi. Et non, voilà, moi je suis revenue en 2e année et j'étais maman. J'avais du coup encore perdu entre guillemets une année, donc j'avais maintenant 3 ans de plus que celui qui avait un parcours normal. J'avais un enfant, et puis ça se voyait pas sur ma tête que j'avais un enfant, donc. Pour démarrer cette nouvelle saison, on est avec notre copine Tiffaine de Tienda de la ferme Lougabissou. On s'est lancé en même temps il y a un peu plus de 2 ans, elle avec sa ferme et nous avec Oiseau Bondissant. Tiffaine, c'est une agricultrice, productrice de pâtes et d'huile bio de qualité, très engagée pour redorer l'image des agriculteurs et pour promouvoir l'alimentation en local. Elle travaille en collaboration totale avec son père, il cultive, elle fabrique, communique et vend les produits. Avec Tiffaine, on se connaît depuis un moment puisqu'on a fait notre école d'ingénieur agronome, VET AgroSup, Clermont-Ferrand, ensemble, et on a réalisé avec elle notre toute première vidéo promotionnelle Oiseau Bondissant en janvier 2020. Elle a un parcours qui est assez original puisqu'elle a fait une fac de bio et un BTS œnologie avant d'intégrer son école d'ingénieur en agronomie, donc VET AgroSup, puisqu'elle voulait plus d'exigences, toucher à la science et à la gestion, et que c'était ce qui correspondait vraiment à qui elle était. Se lancer dans l'agriculture, c'était vraiment pas une évidence pour Tiffaine. Ses parents ont été agriculteurs pendant plusieurs années, mais c'était durant son enfance. C'est seulement pendant ses études d'ingénieur qu'elle a pris la décision, avec son père, de dédier 2 ans de ses études à la création de la ferme. À ce moment-là, son père il était agent immobilier et il prenait sur son temps libre pour tenter des semis, faire les statuts administratifs, réfléchir avec Tiffaine à la stratégie de la ferme pendant qu'elle étudiait à 300 km. Moi, je suis vraiment admirative de Tiffaine parce qu'en fait, elle a lancé sa ferme en parallèle des cours avec un statut étudiant-entrepreneur, mais en plus, elle a eu un enfant pendant ses études. C'est quand même un beau tour de force, et je me demandais franchement comment elle faisait pour tout gérer entre les cours, les travaux de groupe classiques des écoles d'ingé, la création de son entreprise agricole avec son père, sa vie de maman qui allaite et les soirées étudiantes. Vous vous doutez bien qu'avec un parcours aussi riche que le sien, on a pu aborder de nombreux sujets passionnants dont on entend très peu parler lorsque l'on traite de l'agriculture. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre application de podcast. Vous pouvez aussi nous suggérer des nouveaux invités ou nous dire pourquoi vous avez aimé cet épisode sur notre compte Instagram oiseau.bondissant. Venez aussi vous régaler sur YouTube où on vous offre un nouveau reportage tous les mois. Le dernier en date, Justice pour la nature, scandale écologique et procès fictif avec l'association Wild Legal. Et maintenant on vous laisse avec Tiffaine qui fait le lien entre ses études et son métier d'agricultrice. Bonne écoute! Alors, en école d'ingénieur agronome, on t'apprend pas à être agriculteur. Quand même, très clairement. Donc j'ai adapté les techniques de gestion à l'agriculture, mais encore une fois, non, on n'en parle pas vraiment. Donc mon prof, c'était qui m'était attitré, c'était le prof de gestion. Je pense qu'il a jamais posé les pieds dans une ferme. Il était très fort, il savait très bien gérer les chiffres, hein, et les hommes, mais une ferme, pas vraiment. Donc oui et non, c'est sûr que j'avais du répondant en face avec certaines personnes, certains profs, mais quand même l'agriculture, personne n'a envisagé une ferme comme une entreprise, j'ai envie de dire. Alors que moi, j'avais dès le début envie de gérer ma ferme quasiment comme une start-up, même en fait, au point de vue de la com, de la diffusion, de la gestion. On remarque souvent que c'est le problème des agriculteurs qui ont du mal à s'en sortir, c'est
en tout cas c'est un a priori qu'on a aujourd'hui avec Charlotte, c'est que souvent ils se posent pas la question de quels sont les débouchés pour mes produits. C'est je vais vendre mes produits à la coopérative, je cherche pas à savoir s'il y a un marché, je cherche pas à savoir comment je vais communiquer pour le produit. Et toi t'as fait l'inverse en fait. Oui, mais par exemple, mon mémoire de fin d'études, ça a été le business model d'une entreprise agricole. Donc comment gagner de l'argent avec une entreprise agricole ? Est-ce qu'un paysan s'est déjà posé cette question avant de s'installer ? Je sais pas, mais peut-être aujourd'hui dans notre génération quand même, hein, parce que là je suis pas du tout unique, il y en a plein qui sont installés comme moi, mais moi j'ai consacré quand même 2 ans de mes études, c'est pas rien, j'ai théorisé en fait cette installation, comme exactement mes collègues, parce que dans le parcours étudiant-entrepreneur, il y en avait plusieurs, mais ils avaient tous des idées de start-up, création d'un produit innovant, d'un nouveau service, alors que moi j'allais faire quelque chose d'assez classique, hein, une ferme, même s'il y avait une transformation un peu originale en farine et en pâte, on reste quand même dans de l'agricole classique. Mais je l'ai théorisé tout ça pendant 2 ans et j'y ai appliqué des modèles en fait de gestion et de management de start-up. Et ça a été un mélange super intéressant. J'utilisais des méthodes théoriques pour voir comment j'allais gagner de l'argent avec cette entreprise. C'est vraiment sympa. C'est quelque chose dont on parle quasiment pas non plus en école d'ingénieur, à part pour les histoires. Moi, j'étais dans une école qui était spécialisée dans les pays tropicaux, l'agriculture tropicale, les pays du Sud. Et souvent, on parlait de valorisation de filière. Donc là on parlait de trouver un marché, un débouché, comment communiquer, comment valoriser, transformer, etc. Mais c'est quelque chose qu'on aborde peu généralement en école d'ingé. Et finalement, l'agriculteur, c'est un entrepreneur. Donc toi, tu as envisagé ton projet d'installation à 100%. Comme tu dis, comme si tu allais faire une start-up, comment attaquer le marché, qu'est-ce que je peux faire pour me différencier, comment gérer financièrement le projet, quoi. Oui, voilà, ça ressemblait à ça, oui. Autre sujet, tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu étais parti en césure. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas fait d'école d'ingénieur ou pas fait d'études à la fac, une césure, c'est généralement entre la licence et le master, donc entre la 3e et la 4e année d'études. Et on part soit faire du bénévolat au Pérou ou partir en vacances, soit on travaille et on prend de l'expérience. Et qu'est-ce que tu as fait pendant cette année de césure ? Alors, encore une fois, j'ai pas fait comme tout le monde. J'ai fait ma césure entre la 1re et la 2e année d'école. Donc ça veut dire entre la 2e et la 3e année d'études. Bac plus 2, bac plus 3. Voilà. Mais moi, j'avais déjà fait 2 ans de fac, j'avais déjà fait 2 ans de BTS, plus donc 1 an d'école, ça faisait 5 ans que j'étais dans les études. Je commençais à avoir une vie à côté, un compagnon sérieux, on avait notre logement à nous. Enfin, je commençais à avoir une vie qui de plus en plus s'éloignait de la vie de mes amis et camarades étudiants, quoi. Donc je commençais à me lasser des études, malgré, donc d'un côté j'étais passionnée et ça me correspondait, mais d'un autre côté, voilà, dans la vie pratique, ça commençait à être dur. Donc j'ai demandé à faire cette césure un petit peu avant tout le monde, hein. Normalement c'est l'année d'après, parce que je voulais revenir au travail aussi un peu, je voulais changer. Donc je n'ai pas gardé le statut étudiant, hein. On peut avoir un statut étudiant ou non pendant cette césure. Moi non, j'ai été du coup lâchée à la nature et j'avais le droit de revenir dans l'école à la fin de l'année. Du coup je suis partie, j'ai travaillé... Je suis revenue à la vigne, j'ai travaillé dans un domaine vers Carcassonne, voilà, j'avais un petit boulot pendant quelques mois, et puis avec mon copain, c'est devenu plus sérieux et on a décidé d'avoir un enfant. Donc je suis tombée enceinte à l'automne et j'ai eu ma fille du coup à l'été, 2 mois avant de reprendre du coup les cours, parce que la césure ne doit pas s'éterniser, hein, c'est 1 an seulement, on repart pas sur une 2e année, puis j'en avais pas envie. Mais du coup ça tombait tout pile, ouais. Donc elle est née 2 mois avant la reprise. J'ai continué à travailler, hein, pendant ma grossesse, j'ai même été embauchée. J'ai eu un boulot, j'étais assistante de la direction dans un domaine viticole. Voilà, et donc la césure a été assez atypique, ouais. Moi j'avais envie d'aborder ce sujet, que t'as eu la chance d'avoir un enfant alors que t'as été encore aux études, parce que moi tout de suite j'ai pensé que c'était très courageux d'avoir continué ses études et pas juste d'avoir embrayé sur le travail que tu avais pu avoir pendant ta césure, de garder ton projet en tête, ton projet entrepreneurial, ton projet de terminer tes études, d'avoir ton diplôme, etc. J'ai envie que ton parcours soit un parcours inspirant et que d'autres personnes puissent te prendre un peu en modèle, même si je sais que tu n'as pas envie d'être un modèle, hein. Comment ça se passe alors quand tu arrives à une école? Donc,
Pour dresser un petit peu le tableau, VET AgroSup Clermont, c'est la plupart des étudiants qui vivent sur place, dans des logements étudiants, des toutes petites chambres étudiantes directement dans l'école. Toi, c'était pas le cas. Et non, voilà, moi je suis revenue en 2e année et j'étais maman. J'avais du coup encore perdu entre guillemets une année, donc j'avais maintenant 3 ans de plus que celui qui avait un parcours normal. J'avais un enfant, et puis ça se voyait pas sur ma tête que j'avais un enfant. Donc c'est après au quotidien, quand par exemple tout se fait en travaux de groupe. Par exemple, il faut travailler en groupe dans une école d'ingé. Souvent c'est ça, les rendus sont tous en groupe, donc il faut se coordonner pour travailler ensemble. Et tout le monde disait on se retrouve ce soir dans un appart, on se retrouve, on fait un apéro, on va bosser après quoi. Et du coup moi j'étais la seule à dire non les gars on se motive quand on bosse entre midi et 2, là on a 1 heure de vide, il faut bosser. C'était pas par grand plaisir, mais c'était juste que j'avais pas le choix. Le soir, moi, je rentrais et je devais donner le bain, coucher mon enfant à 19h30, et puis voilà. Donc ça a commencé, ça a mis une petite barrière, ou non, parce que quand même tout le monde comprend, hein, et tout le monde fait un effort, mais bon, il a fallu que je rame un peu pour tout concilier, c'est sûr. Est-ce que tu as reçu du soutien de la part des enseignants ? Est-ce qu'ils t'ont parfois simplifié un peu la vie en t'aidant à rattraper certains cours ou à t'aider avec les examens ? J'ai eu de tout, parce que y a rien de théorisé. Hein. Une étudiante qui a un bébé, il n'y a pas marqué quelque part ce qu'il faut faire avec. Donc j'ai appelé à l'humanité de chacun, on va dire. Et j'ai eu beaucoup de profs, surtout les femmes, très compréhensives, qui m'ont aidée. Il y a eu quelques semaines difficiles. Hein. Franchement, quand ton enfant il a 2 mois, t'es encore en plein postpartum, tu te rends pas compte sur le moment. C'est maintenant que je me rends compte que j'étais épuisée. J'avais décidé de l'allaiter, donc je continue à l'allaiter exclusivement. Donc t'as un enfant qui dort pas, qui compte vraiment sur toi. Toi, physiquement, c'est pas facile. Donc j'ai eu quelques semaines, franchement, à vide, où j'ai quitté l'école pendant 3 semaines. Et là, pendant ce temps-là, la vie continue, le boulot continue. Donc j'ai eu quelques profs qui m'ont vraiment aidée, qui m'ont fait rattraper les cours autrement, qui m'ont fait faire les examens autrement. Et je me suis remise sur pied. Après, ça allait très bien. Et puis après, au niveau de l'administration, on m'a pas toujours facilité non plus la vie. On m'a pas mis des bâtons dans les roues, hein, mais juste qu'on m'a pris comme quelqu'un, comme un étudiant normal, alors que j'avais pas une vie normale, quoi. Oui, c'est étonnant que la distance qu'il peut y avoir entre la vie réelle et la vie administrative, un petit peu, les gens ils perdent pied avec la réalité, avec le fait que t'étais une mère, même si t'étais étudiante, t'étais une mère et t'avais des contraintes d'une femme normale, quoi. Et tu pouvais pas juste rentrer dans une case comme tous les étudiants et obéir juste au règlement. Pour dresser le contexte, comment tu faisais tous les jours là. Donc Céleste, ta fille, elle était chez une nounou. Oui, c'est ça. Donc je vivais aussi avec son papa, bien sûr, qui lui travaillait. Hein, c'était lui qui rapportait un peu d'argent. Donc il avait des horaires. Il travaillait beaucoup, donc c'était moi qui m'en occupais le matin. Donc je posais ma fille à 7h30 chez une nounou. J'avais un contrat de 45 heures. Hein, j'avais un bébé de 2 mois gardé 45 heures par semaine. C'est quand même les mamans heureux, les parents comprendront que ça fait beaucoup. Ça pouvait comme ça englobait tous nos horaires à tous les deux. Donc je la posais le matin, j'allais en cours. Le matin, c'était principalement des cours magistraux, donc en amphi. Donc là, je faisais une petite sieste pour récupérer de ma nuit. Ouais, mais déjà, le matin, tu l'avais préparé, quoi. Oui, je l'avais préparé. Ouais. Fallait se lever, je sais pas, à 5h30, 6h, quoi. C'est sûr, pour réussir à gérer l'enfant. Parce que surtout, un bébé, tu sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'elle va te péter une crise, tu sais pas quoi. Elle va pleurer, elle va pas être bien. Donc, il fallait vraiment anticiper. Je me rappelle que quand je m'asseyais en cours à 8h dans l'amphi, j'avais l'impression déjà d'avoir fait une journée. Franchement, t'avais déjà vu avec la nounou ce qu'il fallait faire, le machin. Donc ensuite se déroulait la matinée et à midi, pendant la pause, il fallait que je tire mon lait. Voilà, parce que les 6 premiers mois, donc 4 mois de cours, j'avais décidé de nourrir ma fille exclusivement avec mon lait. Donc pour ça, j'avais ma petite machine, je tirais mon lait entre midi et 2, ce qui demande une grande disponibilité mentale et physique en fait, parce que c'est fatigant, c'est stressant, parce que il faut pas le perdre ce lait, parce qu'en fait ton enfant il est pas habitué à manger autre chose, donc il faut pas se louper, quoi. Donc il faut récupérer ce lait, il faut le garder en bonne condition au frigo, et puis le soir je retournais chercher ma fille et je donnais à la nounou le lait pour le lendemain, et voilà, un roulement avec 0 stock.
Et en plus de ça, ça doit être biologiquement fatigant pour la mère de produire ce lait. Oui, alors je me rappelle que j'étais au taquet sur les aliments galactogènes, ce qui te permet de créer du lait. Et alors maintenant que je suis éleveuse de brebis, ça me fait rire parce que c'est exactement pareil en fait. Une mère, il faut qu'elle soit très bien nourrie, c'est parce que ça demande beaucoup d'énergie. Donc du coup, bah oui, je faisais attention à moi, j'essayais de dormir, de bien manger, il fallait être efficace sur tous les plans. Et donc tu as réussi tes 2 dernières années d'études en étant mère, en vivant en dehors de l'école, loin de tes parents en plus, puisque tes parents habitent dans la région de Limoges et que tu étais à Clermont. Et en plus, en dernière année, comme c'était trop facile, tu t'es dit, je vais faire étudiante entrepreneur et lancer mon projet, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Tous mes bébés sont nés en même temps, ouais. Ma ferme et ma fille. Et même, tiens, je peux en rajouter une, je suis allée faire mon stage à l'étranger. Il y avait un stage obligatoire à l'étranger. Donc ma fille a été à la crèche en Angleterre. Comme quoi c'est possible. Ouais, c'est possible. En tout cas, je l'ai fait. C'était pas facile, hein, on peut pas dire ça. Mais je l'ai fait, et puis on s'en est tous sortis. Tu t'es habitué au quotidien d'une agricultrice, c'est-à-dire à travailler tout le temps, à être épuisée parfois, et donc c'était un bon entraînement. Ouais, voilà, c'est sûr. En tout cas, à partir de ce jour-là, je me suis plus jamais ennuyée et je pourrais plus maintenant, du coup. Donc aujourd'hui, tu t'ennuies pas, donc tu travailles à la ferme Lougabissou, à Saint-Thierry-le-Perche. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la ferme, par exemple, quel est votre assolement, c'est-à-dire quelles sont la répartition de vos cultures, la taille de vos terres? Oui, alors aujourd'hui on arrive à 90 hectares de surface agricole. Sur ces 90 hectares, on va essayer d'opérer une rotation. Donc, c'est-à-dire qu'on va cultiver des céréales d'hiver, des cultures d'hiver, des cultures de printemps. Donc ça, c'est une première rotation, mais également des prairies. Donc on va aussi implanter de l'herbe. Et cette rotation permet de régénérer les sols et d'avoir des engrais naturels. Donc on va avoir, je sais pas, une 50aine de cultures d'hiver. Donc c'est principalement des céréales qui sont destinées à la meunerie, mais également à l'alimentation animale. On va avoir des cultures de printemps qui sont principalement des oléagineux destinés à la transformation en huile alimentaire. Et on va avoir environ un tiers, on a une rotation sur 3, 4, 5 ans, un tiers de prairies. Donc sur ces prairies, on va récolter du foin. Voilà, donc c'est des prairies temporaires. Il n'y a pas que ça comme activité que vous avez sur la ferme, vous élevez aussi des brebis et des poules. Voilà, c'est ça. Donc dans un souci en fait de cohérence agroécologique, on va faire de l'élevage. Donc ces animaux nous apportent un petit peu de fumure par le fumier qu'ils font en bâtiment l'hiver. Ça va également pâturer, donc les animaux pâturent les prairies. Ça apporte une valeur en plus à l'entreprise, parce que donc les moutons produisent des agneaux. Donc on fait du reproducteur, mais également de l'agneau de boucherie. Donc on va vendre pour la viande ou sinon pour la reproduction. C'est une race assez rare. Donc voilà, les poules, c'est plutôt familial, mais elles sont là quand même. Il y en a quelques dizaines, quoi. Et donc tout ça pour essayer d'avoir une entreprise logique. Et donc c'est sûr que les cultures quand même sont majoritaires, sont prédominantes par rapport à l'élevage, mais il est là et il a sa place. Ouais. Et dans cette logique d'agroécologie, donc comprendre faire de l'agriculture en respectant l'environnement, en se mettant dans une logique environnementale et agricole durable. Et autonome en fait, c'est surtout ça le but. Ouais. Vous avez pensé le projet dès le début en agriculture biologique? Oui. On a pensé le projet en tout cas de façon écologique. Pour prouver qu'on travaille de façon écologique, on a acquis le label, le certificat agriculture biologique par Écocer. Mais en tout cas, on doit qu'à nous-mêmes le fait qu'on ait une culture écologique, quoi. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose d'avoir ce label, ou est-ce que vous avez toujours vendu vos produits au même prix avant et après avoir le label agriculture biologique? Parce que de toute façon, vous saviez que vous étiez dans un modèle de production durable. Parce qu'on vend en circuit court, parce qu'on vend aux particuliers quasiment directement nos produits transformés, il faut qu'on prouve ce qu'on fait. Et c'est normal, le consommateur doit avoir confiance. Pour avoir confiance, il lui faut du coup des labels, des marques, des logos. Et je le comprends, parce qu'il y a une charte derrière sur la plupart des
des labels. Donc on a tout de suite voulu ce label agriculture biologique qui impose des contraintes, mais des contraintes qu'on s'était déjà imposées nous personnellement. Mais il nous donne surtout le sésame du logo qui prouve à tout un chacun qu'on respecte cette charte de l'agriculture biologique. Donc c'est un minimum, je dirais, oui, pour vendre en direct. Est-ce que tu peux nous raconter à peu près quelle pourrait être ta journée type ? Ouais, alors aujourd'hui, donc ça a évolué, mais maintenant, après 2 ans et demi de production, le matin, après avoir déposé ma fille, parce qu'elle est toujours là, bien sûr, après être occupée d'elle, donc quand j'arrive à la ferme, il faut s'occuper des moulins, en fait, parce que les moulins, donc j'ai 3 moulins à strier, donc à meule de pierre, qui tournent, donc c'est une production assez faible, hein, ça produit peu, donc c'est pour ça qu'il en faut 3. Pour ma structure en tout cas, il faut qu'il tourne quasiment tout le temps. En fait, ça c'est la production de fond. Il faut produire de la farine tout le temps. Donc il faut s'occuper des moulins, voilà, ça prend une heure ou 2. Mais il faut alimenter ces moulins, donc il faut aussi gérer le grain. Le grain, il est stocké en cellules, mais il est nettoyé et brossé avant chaque passage au moulin. Donc ça encore, c'est de la manutention. Hein. Ensuite, moi, j'ai en charge la fabrication des pâtes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir aussi un salarié qui travaille avec moi depuis quasiment 1 an. Donc lui, il va s'occuper du coup de ces moulins et moi, je vais plutôt fabriquer les pâtes. Voilà, donc ça, c'est des sessions de 3-4 heures. Et voilà, donc après, très régulièrement, je pars en livraison, plusieurs fois par semaine. Donc on prépare tout nous-mêmes les commandes et on va les livrer. Tout est livré dans le département de la Haute-Vienne. Hein, on vend tout vraiment dans le coin. Et ensuite, il y a la gestion administrative, bien sûr, qui est importante. Donc, la gestion commerciale aussi, donc c'est beaucoup de contacts clients. Donc, comme tout chef d'entreprise, je passe ma vie au téléphone et sur mes mails. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les livraisons, puisque avec ton père, vous êtes aussi très présent sur les marchés. Oui, voilà, donc ça, c'est des journées types du lundi au vendredi, mais le week-end, on ne s'arrête pas, on va faire de la vente, donc on va sur les marchés. Donc ça, c'est important d'être présent physiquement auprès de nos clients, quoi. Justement, je parlais de ton père, et puis tout à l'heure, on a dit que tu avais pensé ce projet avec lui, puisqu'il voulait faire un retour à la terre un peu sous ton impulsion. Quelle est sa place dans l'entreprise ? Avec mon père, on est en binôme total. On fait tout à 2, on a tout réfléchi à 2, et c'est marrant parce qu'en fait, ça marche bien. Ça m'a fait peur au début, c'est sûr. Hein. Déjà, 2 générations différentes. Ensuite, en famille, hein, il y a des petits conflits dans toutes les familles. On s'entendait pas mieux qu'un autre groupe père-fille d'une autre famille. Hein. Vraiment, on n'était pas destiné à ça. Mais ça s'est fait, ça s'est pas arrêté et ça se passe très bien. Donc on est associés tous les 2 officiellement au sein d'une SCEA. On a... J'ai quand même la prétention d'avoir 51% des parts. Mais non, on est vraiment... ça, c'est pour... Comme ça, tu pourras négocier dur. Voilà, comme ça me permet d'avoir un petit avantage. Non, mais c'est surtout... Mais sinon, on décide tout à 2. On a chacun notre travail, en fait. Hein. Moi, je fais de la transfo et de la vente. Lui, il fait de la production végétale. Il fait vraiment la partie agronomique. Et ensuite, on se rejoint au niveau des décisions. On prend toutes les décisions ensemble. Donc lui, il apporte de l'expérience. Hein, c'est des dizaines d'années dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat, dans la gestion d'entreprise. Il est passionné par ça. Il est né dans une famille d'agriculteurs. Et moi, j'apporte un petit peu ce côté un petit peu plus moderne, on va dire, de la communication. Ce côté très théorique aussi que l'école d'ingénieur m'a donné. Et en fait, à nous 2, en fait, on forme une vraie équipe. Hein. Toi, t'es le dynamisme et la nouveauté, et lui, c'est la force tranquille. Il est quand même très dynamique. Hein. D'accord. Tu peux nous raconter un peu quelles sont les activités, moi je dis les activités, mais surtout les produits de Lougabissou. Qu'est-ce que vous produisez à la ferme ? Et oui, parfois, ça me paraît si évident. Donc, nous, on produit du coup donc les céréales qui sont transformées sur moulin. Donc maintenant, on commence à avoir une belle gamme de farines. On va moudre du blé, du seigle, du sarrasin, du maïs, du petit épeautre. Tout ça, c'est produit sur notre ferme. Et tout ça, c'est produit donc du coup sur meule de pierre. Et surtout, notre particularité, c'est qu'on vend aux particuliers. Donc, c'est-à-dire qu'on va conditionner en petits sacs d'1 kilo.
Et on va aussi vendre aux professionnels. Donc on va faire des sacs de 20 kilos, on va vendre des quantités assez importantes pour les boulangers. Voilà, on est une entreprise de proximité, on travaille que sur 90 hectares, mais on arrive quand même, en transformant tout, à avoir des quantités assez importantes. Ensuite, une partie de cette farine, je la transforme en pâtes. Donc ce sont des pâtes de blé tendre, donc j'ai pas vraiment le droit de les appeler pâtes, hein, mais ça en a l'usage en tout cas, et la forme. Donc les fusilli, les coquillettes, les lasagnes, des choses comme ça qu'on fabrique. La particularité que j'ai voulu apporter, moi, c'est d'aller travailler le fond, en fait, dans le fond. Donc, c'est-à-dire que nos pâtes sont fabriquées de blé, mais également de seigle, de sarrasin. J'essaye de mélanger la farine pour qu'il y ait un goût différent. Chaque forme est déclinée selon la farine de blé blanche, semi-complète ou complète. Donc c'est ça, je vais pas juste faire de la forme, des petites formes originales, des goûts, des arômes, des choses comme ça. J'essaye que chaque pâte ait un impact nutritionnel réel. Qu'est-ce que tu voudrais que la marque Lougabissou représente ? À quoi les gens devraient penser quand ils se disent je vais acheter des produits Lougabissou ? J'aimerais vraiment qu'ils aient confiance, en fait, qu'ils sachent que c'est une production du début à la fin faite par nos soins et à la ferme. Donc ça, notre statut juridique le prouve. Par exemple, hein, on est une société productrice agricole, on n'est pas des artisans qui achètent. Mais du coup, je voudrais que les consommateurs qui voient mon logo sachent du coup que c'est fait à la ferme, que c'est fait en bio, que c'est fait sans concession. Hein, j'aime bien dire ça, c'est-à-dire que c'est un produit qui est tout aussi bon, qui est aussi socialement bon, écologiquement bon. C'est ça qui m'importe. Donc c'est pour ça que je décline plusieurs types de farine, plusieurs types de pâtes. Et également les huiles, hein, bien sûr, des huiles pressées à froid, de chanvre, de cameline, de noix, de tournesol. Et vous faites de la farine, des pâtes, différentes huiles, tout ça, donc les cultures, la transformation, et en plus il y a une activité dont tu n'as pas parlé, c'est que vous faites aussi ferme auberge de façon plus ou moins régulière en fonction de la saison. Est-ce que les consommateurs, les clients surtout sur les marchés, ils vous croient quand vous dites c'est nous qui produisons, c'est nous qui transformons, c'est nous qui cultivons ? C'est vrai que ça peut paraître beaucoup, parce qu'il faut le même temps pour produire 50 hectares de blé, ou sinon 20 hectares de blé, 10 de seigle, 10 de sarrasin et 10 d'autres choses. C'est le même temps, donc c'est juste que j'ai décidé de diversifier. Après, concrètement, j'ai décidé de bien m'entourer. Hein. J'ai un salarié à la ferme, je suis en train de recruter un cuisinier à l'auberge pour m'aider. Je suis associée. L'agriculture a toujours une dimension familiale aussi. Hein. C'est sûr que tout le temps que je passe là, c'est bien aussi parce que ma mère m'aide pour garder ma fille, par exemple. Donc ça me libère du temps. Donc je suis pas seule. Et c'est pour ça qu'on peut tout faire. Mais c'est vrai que ça demande un certain travail de dire que c'est nous qui faisons tout. Voilà. Et la ferme auberge, c'est une idée que j'ai eue il y a 2 ans parce que j'étais passionnée par les brunchs. C'est pas excellent les brunchs. Je voulais absolument proposer une offre de brunch à la campagne, parce que c'est très citadin comme concept, le dimanche avec des produits fermiers. Et donc les gens sont venus se régaler le premier été, tous les dimanches, c'était super sympa. Et ensuite, on a dit pourquoi pas ouvrir un peu plus, hein, puis on a fait des repas plus traditionnels le soir, de plus en plus. Et d'être accompagné comme ça et d'avoir la chance d'explorer, est-ce que c'était une façon pour toi de réussir à savoir ce que tu avais envie de faire vraiment ? Oui, effectivement, je me suis dit, allez, je tente plein de choses. La première année, ça a presque été un peu décousu. La deuxième année, encore plein de nouvelles expériences. Et maintenant, en année 3, on n'est pas au bout encore, hein, on n'est qu'en 3e année, je commence à cerner ce qui me correspond le mieux à moi, à nous, enfin à mon père et moi, qu'est-ce qui nous correspond le mieux au quotidien, qu'est-ce qui nous réussit le mieux, hein, qu'est-ce qui est le plus rentable. Et donc, on arrive à cerner les activités qui nous plaisent le plus. J'ai beaucoup ralenti certaines choses, comme les marchés. Et maintenant, j'essaye de promouvoir un petit peu plus la vente aux professionnels. J'aimerais que les boulangers locaux travaillent avec des bonnes farines, donc avec des farines artisanales comme on produit, quoi, par exemple. Et du coup, c'est quoi ton truc à toi ? Ah là là, j'aime vraiment beaucoup de choses dans ce que je fais. Après... c'est un peu généraliste, mais moi j'aime le fait de promouvoir des vrais aliments, quoi, des choses qui se mangent et qui sont
qui sont bonnes et le fait de dire que l'agriculture et le local, c'est pas forcément trop cher. C'est aussi pas forcément juste anecdotique. C'est pas juste de l'épicerie fine. C'est pour tout le monde, quoi. Donc, ce que j'aime, c'est vraiment disséminer les produits que je fais. Et c'est pas pour moi, hein, c'est pour le fait que on peut manger local, on peut manger artisanal. C'est pas anecdotique, quoi. Ouais, mais tu dis des beaux produits nutritionnels, etc. Et surtout, ce que je retiens, c'est que c'est des produits que toi, tu produis. C'est toi qui les fabriques de bout en bout. Et moi, je pense que ta passion, c'est la production, en fait. Oui, je pense sûrement. Hein. Moi, je suis jamais plus heureuse que quand je suis au milieu de mes machines, là, des moulins qui tournent, les régler, les écouter, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai beaucoup de satisfaction en voyant ça fonctionner, ouais. Oui, mais parce que là, pour refaire la liste des produits que tu commercialises et que tu conçois, que tu fabriques, il y a des huiles, mais des huiles, c'est le chanvre, la cameline, l'huile de tournesol, à minima, l'huile de noix aussi. Ouais. Les pâtes, il y a différentes formes. La farine, il y a des tas de céréales différentes. Et tu pourrais très bien te diversifier, puis devenir épicière. Et c'est vraiment pas ce dont tu as envie, j'ai l'impression. Non, c'est vrai que c'est ce que je suis capable de produire sur mon espace qui m'intéresse. Et c'est ce que j'aime voir chez les autres aussi. J'aime voir un éleveur laitier qui fait ses fromages. Et donc, j'essaye de me spécialiser dans moi, ce que je peux faire. Et pas, par contre, c'est vrai que aller dans une autre branche, aller promouvoir les produits d'une autre branche, ça m'intéresse pas forcément. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se fait sur ma ferme, ouais. Est-ce que tu as réfléchi à quelles étaient les valeurs, je pense que ça transparaît dans ton discours, mais quelles étaient les valeurs de Lougabissou et les tiennes en particulier? Je sais que dans notre discussion, tu m'as dit que tu n'avais pas envie de travailler avec la grande distribution, par exemple. Est-ce que ça fait partie des valeurs que tu peux pas, tu vois, le point de limite que tu peux pas franchir? Moi, je suis vraiment passionnée par mon travail et d'agricultrice. J'admire les autres agriculteurs et donc je veux que chaque agriculteur ait le pouvoir de son travail. Les agriculteurs pendant très longtemps ont perdu leur pouvoir face aux coopératives, face aux semenciers, face à la grande distribution qui les ont utilisés seulement comme de la main d'œuvre en fait. Hein. L'agriculteur, il avait beau être chef d'entreprise, il en retirait que les désavantages, quoi. C'est sûr, c'était pas valorisé d'être agriculteur. Le technicien de la coopérative lui disait quoi mettre comme engrais, quoi mettre comme désherbant, ensuite quelle variété semer, à quel prix on lui rachetait. Il avait zéro pouvoir. Aujourd'hui, avec la transformation, le circuit court, ça nous permet de reprendre le pouvoir sur notre transformation, sur le devenir de nos récoltes ou de nos animaux si on est éleveur, sur nos prix. Et donc sur notre qualité de vie aussi, et sur la qualité de ce qu'on fabrique. Et ça pour moi, c'est vraiment important. C'est les valeurs que je veux véhiculer auprès de mes collègues. Donc j'essaye de promouvoir mon mode de vie, en fait, qui semble fonctionner pour le moment. J'essaye de le dire au grand public aussi. Je vis dans un milieu rural, dans une petite ville, donc c'est pas des citadins autour de moi, et pourtant personne ne connaît le monde de l'agriculture si on n'a pas... Alors tout le monde a un grand-père agriculteur de loin, hein, mais personne ne connaît vraiment mon quotidien et le quotidien de tous mes collègues. Donc j'essaye d'en parler. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire de la vente directe. En sachet de la farine, en petit paquet d'1 kilo, ça me coûte cher. Ça me coûte du temps. Ça me coûte de l'énergie d'aller créer des packaging. C'est passionnant, hein, mais c'est quand même une grosse contrainte. Hein. Et j'en retire pas beaucoup plus d'argent que si je vendais des gros sacs de 20 kilos seulement. Par contre, ça me permet d'avoir une audience. En fait, ça me permet de véhiculer ce message. Ce message de qu'est-ce que c'est l'agriculture, de pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui est un bon produit, qu'est-ce qui est un moins bon produit. Donc ça, c'est les valeurs que je veux transmettre, ouais, je pense. Ouais, et t'incarnes ces valeurs au quotidien, de façon hebdomadaire quand tu es au marché et que tu rencontres chacun de tes clients, quand tu es au contact avec les boulangers qui, eux, te prennent des sacs de 20 kilos. Voilà, c'est ça. Je fais pas juste vendre mon produit, hein, vraiment,
je vends tout de l'histoire qu'il y a autour et tout mon métier, hein, vraiment c'est important. Je suis très bavarde, hein, heureusement, ça m'aide, mais du coup je parle beaucoup de ça, de cette vie. J'essaye aussi d'en parler un peu sur internet, un petit peu parfois sur les réseaux sociaux, je raconte un peu mes journées, ce que je fais et ça étonne toujours les gens. À l'auberge aussi, je reste 1 heure à côté de mes clients qui sont à table et qui me posent plein de questions sur mon métier, ça les intéresse. Hein. Et tu es au contact de ta clientèle, tu es au contact des autres agriculteurs, des gens qui sont autour de toi, là tu disais qui ne sont pas des urbains mais qui ne sont pas agriculteurs non plus. Est-ce que tu trouves que tu as un statut particulier en tant que femme dans l'agriculture ? Est-ce que tu penses que tes clients ou tes interlocuteurs ils te traitent différemment parce que tu es une femme ? C'est vrai que c'est un angle encore différent, hein, qui s'applique à mon métier. Donc je suis agricultrice, mais je suis aussi, donc je transforme et je vends en direct. Donc déjà, ça me met dans une case un peu particulière de l'agriculture. Mais le fait que je sois une femme, que je sois jeune, ça pose question parfois. Il y a un petit peu la question de la légitimité. Parfois, on me demande si c'est vraiment moi qui travaille sur la ferme, si c'est vraiment moi qui produis. Quelqu'un peut arriver dans la cour de ferme et dire où est votre père, ou est-ce que je peux parler à monsieur Tienda ? Est-ce que je peux parler au producteur, là, pas à la marchande ? Voilà, c'est ça. Sur le marché, on ne me pose pas des questions très précises parce que je ne saurais sûrement pas y répondre. Ça arrive, parfois. Mais en général, j'en souffre pas, je vois pas trop de différence non plus, surtout auprès de mes collègues, parce que surtout dans le monde de la transformation et du circuit court, on est beaucoup de femmes quand même, hein, à avoir pris ces décisions. Très souvent aussi dans un couple d'agriculteurs, c'est la femme qui va être l'image, qui va être la représentante de l'entreprise. L'homme reste très souvent sur la ferme. Voilà, je généralise beaucoup, hein, mais parfois c'est ça. Donc voilà, parfois on sent une différence et parfois non. Et c'est vrai ce que tu dis, je viens de le réaliser, que c'est souvent la femme qui est l'image de l'entreprise, parce que les agriculteurs, les maraîchers chez qui on se fournit en légumes chez nous, dans le sud, c'est vrai que c'est la mère et la fille qui sont sur les marchés, c'est elles qui communiquent sur les réseaux sociaux, etc. Le père s'occupe que de la production, il veut voir personne. C'était pareil pour Marion Sarlet des Sourciers, qu'on a interviewé épisode 3, c'est elle qui incarne toute la communication de l'entreprise et qui est en avant, alors que Nicolas est à la production. Donc ouais, c'est vrai que c'est beaucoup les femmes qui sont mises en avant, ou alors qui naturellement ont plus envie de communiquer sur leur travail. Oui, voilà. Alors ça, c'est ce qui se passe sur les fermes. Mais ensuite, quand on essaye d'aller un petit peu plus loin dans le monde agricole, au niveau, par exemple, même politique, au niveau des chambres d'agriculture, par exemple, au niveau des associations, si on commence à vouloir prendre un petit peu de pouvoir, là, par contre, et comme dans tous les domaines, on commence à rencontrer beaucoup moins de femmes. Les images... Les représentants, en tout cas, de l'agriculture sont très souvent des hommes. Et là, c'est vrai que, malheureusement... Alors, j'y suis pas encore. Pour l'instant, je me cantonne à mon métier de productrice. J'aurai peut-être un jour l'ambition d'aller un petit peu plus loin. Mais donc, on verra comment ça se passe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on les voit beaucoup moins, ces femmes agricultrices. Bah d'ailleurs, même pour prendre la parole de façon générale, puisque... Les gens systématiquement à la fin des épisodes, je demande des suggestions d'invités et presque à chaque fois on me suggère que des hommes, même mes invités féminines me suggèrent des prochains invités qui sont des hommes. Donc, oui, je pense qu'il y a une question à se poser là. Heureusement, tu viens enrichir le catalogue d'épisodes avec une femme forte et qui va inspirer, et tu vas nous suggérer 3 femmes différentes pour les prochaines invitées. Bah avec plaisir, ouais. J'ai envie de parler du produit ou des produits pour lesquels je pense que tu es la plus connue, donc c'est les pâtes et la farine en particulier. Et je sais... parce que j'ai fait, dans mes premières années d'études d'ingénieur, un stage ouvrier dans une exploitation qui faisait, comme toi, en bio, des céréales, des blés anciens, du sarrasin, des choses comme ça, et qui faisait de la farine et qui utilisait un moulin qui est un moulin très particulier, qui s'appelle un moulin astrier, et qui est un peu l'image de la transmission des savoirs traditionnels, intégré un peu dans la modernité, dans les réalités économiques des fermes et à petite échelle. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que ce moulin, comment tu travailles avec ?
Alors effectivement, les moulins à strier, c'est ceux qui sont adaptés à nos petites productions. Donc qu'est-ce que c'est un moulin à strier ? C'est un moulin, c'est de taille assez réduite, on va dire que ça fait 2 mètres de haut sur 3 mètres de long. Hein. C'est une adaptation de la méthode traditionnelle. Autrefois, on écrasait par le poids des pierres, donc c'est-à-dire on avait des très grosses meules de pierres qui étaient entraînées par la force du vent, les moulins à vent, de l'eau, ou bien animal. Il y avait parfois des animaux qui tournaient en rond pour entraîner une pierre. Ce système de meules de pierre, il était intéressant, mais il devait être adapté. C'est compliqué d'utiliser ça aujourd'hui. Donc, au XXe siècle, les frères Astrier, les 2 messieurs Astrier, ont inventé une nouvelle méthode de mouture en réduisant la taille des meules. Donc, elles ont une taille parfaitement à taille humaine. Hein, elles pèsent quelques dizaines de kilos. Bon, il faut quand même être un peu costaud pour la soulever. Et en fait, comment est-ce qu'on écrasait ? Non plus par le poids, mais par la pression de la pierre supérieure sur la pierre inférieure, grâce à un système de ferme. C'est un triangle, en fait, qui maintient la pierre supérieure sur la pierre inférieure, avec un ressort. Entre la ferme et la pierre, il y a un ressort. Donc, la pierre supérieure est flottante. Elle est flexible. Elle s'adapte aux irrégularités du flot de grains, en fait. Et donc, cette flexibilité fait que que la pression n'est pas très forte et donc ça ne chauffe pas parce que plus ça frotte, plus ça monte en température. Et quand ça monte en température, on va même avoir tendance à griller, en fait, à altérer les qualités du grain. Par exemple, un grain, c'est composé de matière grasse, hein, et il y a un petit peu d'acide gras dans le grain, et ça, c'est brûlé par la température. Donc, cette méthode à strier va permettre de moudre à froid, en fait, d'avoir une taille assez réduite et d'avoir une diversité de farines tout à fait honorable, hein, la même chose que les industriels. Hein. Donc on peut tout faire avec un moulin à strier. Mais il faut prendre plus son temps pour faire des réglages fins, pour entretenir les pierres peut-être ? Oui, c'est un petit peu plus lent, c'est même beaucoup plus lent. Dans l'industrie, on va utiliser des cylindres en acier qui sont réglés à un écartement fixe. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas cette flexibilité, c'est pour ça qu'il y a cette pression et c'est pour ça qu'il y a cette température très forte qui va griller le germe du grain. Par contre, ça va être très rapide, on va beaucoup extraire et on va aller très vite. Nous, en astrier, sur un petit moulin, on va être à 10 kg à l'heure. Ce qui est risible pour l'industrie, mais pour nous, ça nous va très bien. Sur les gros moulins, moi j'en ai un peu plus gros avec une meule d'1 mètre de diamètre, on va être plutôt aux alentours de 30 kg. On est quand même à plus du double. Voilà, donc c'est de la slow food un petit peu. Hein. Il faut prendre le temps de voir le grain pousser, il faut prendre le temps de le moudre, il faut prendre le temps de le tamiser. C'est comme ça que ça fonctionne, ouais. C'est à l'image de tes valeurs, des beaux produits, aussi bien avec des qualités nutritionnelles, environnementales. En plus, c'est produit en France, c'est la transmission d'un savoir-faire qui est important, donc ça correspond complètement à... C'est vrai en plus, un savoir-faire français, c'est des artisans en France. Moi, mes moulins, ils viennent de Bourg-en-Bresse, par exemple. Ils sont 5 ou 6, hein, ces fabricants qui ont hérité du savoir-faire des frères Astrier. Il y en a très peu. Ils ont aujourd'hui une liste d'attente extrêmement longue parce que tous les jours, il y a des paysans boulangers, des paysans meuniers qui veulent s'installer. Donc c'est vraiment un métier en plein essor. Les moulins s'améliorent aussi parce qu'il y a toujours des petits réglages, des petites améliorations à apporter. Et aujourd'hui, c'est des Formule 1, les trucs, ça marche super bien. Hein. Vraiment, on n'a rien à envier aux machines industrielles. Ouais, c'est un peu à l'image tu dis Formule 1, moi je dirais Aston Martin ou Lamborghini parce que sur chaque moulin, il y a marqué a été fabriqué par tel artisan pour telle personne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais ces métiers en plein essor, ça permet d'améliorer la technique. Mais d'ailleurs, moi, c'est ce que j'essaye aussi de transmettre, c'est des savoir-faire traditionnels mêlés à la technologie actuelle, en fait. Moi, je suis pas forcément pour cette idée qui dit il faut revenir à ce que faisaient les anciens. Oui, mais non, en fait, on a la chance d'avoir aujourd'hui la science qui nous accompagne, quoi. C'est pour ça que moi, je suis très fière d'avoir étudié pour appliquer en fait ce que j'ai appris aux méthodes traditionnelles de mon père, par exemple, qui lui n'a pas fait d'études et a tout appris de façon sur le terrain, quoi. Donc à mon avis, c'est très important de mélanger les époques et non pas de vouloir revenir à quelque chose d'archaïque, hein, mais d'utiliser la science à des fins environnementales, quoi, écologiques. Donc après avoir mis ton grain dans ces moulins qui sont à la fois traditionnels et modernes, très techniques, quoi, tu vas utiliser des machines beaucoup plus modernes. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire des pâtes ?
Oui, alors cette farine qui tombe de mes moulins, elles ont plusieurs destinations. Elles partent donc soit chez les particuliers, soit chez les boulangers, soit j'en garde une bonne partie pour mon usage dans mon atelier. Donc cette farine, je la mélange à de l'eau, tout simplement. La recette de mes pâtes, c'est de l'eau et de la farine. Voilà, vous pouvez tous en faire. Et j'ai une machine qui pétrit, donc qui mélange et qui homogénéise l'eau et la farine, et qui ensuite extrude. C'est une extrudeuse en fait. Donc ça veut dire qu'une vis sans fin entraîne ce mélange et va pousser ce mélange à travers une filière. Une filière, c'est un morceau de bronze dans le percé de trous de la forme des pâtes que je veux obtenir en fait. Et donc cette vis sans fin pousse à travers une filière, c'est une pression assez forte quand même pour pousser cette pâte. Et ensuite devant il y a un petit couteau qui est fixé sur la machine et qui tourne et qui va couper les pâtes de façon régulière. Ces pâtes, quand elles sortent de la machine, elles sont fraîches. Et ensuite, il faut les sécher. Donc là, j'ai un séchoir. C'est une grosse armoire, en fait, dans laquelle j'empile mes clés, mes cadres en bois, sur lesquels je mets les pâtes fraîches. Et le réglage de ce séchoir est très important. C'est comme ça que j'obtiens des pâtes qui se conservent. Les pâtes sèches, elles se conservent. Il n'y a plus d'eau du tout. Mais c'est aussi grâce à cette machine que je conserve les qualités nutritionnelles de ma farine. Parce que je me suis embêtée à cultiver en bio. Je me suis embêtée à moudre sur meule de pierre. Je me suis embêtée à ne mettre que de l'eau et pas d'agent en plus. Donc maintenant, il ne faut pas que j'abîme mon produit. Donc il faut que je sèche à basse température. Donc ça sèche très longtemps à basse température. Donc il y a une grande exigence de qualité et de patience et de savoir-faire à chaque étape en fait. Ouais, ça me semble important de travailler là-dessus. C'est pas obligatoire pour tout le monde, mais pour moi ça l'est. Oui, donc c'est énormément de travail, beaucoup d'artisanat, beaucoup de temps de travail à la main, quoi. Oui. Et ce qui justifie, en plus de la qualité qu'on dit techniquement organoleptique, donc ça veut dire la texture, le goût, et en plus des qualités nutritionnelles de tes pâtes, ça justifie qu'aujourd'hui elles sont à peu près à 7 € le kilo, contre... Tu m'as dit tout à l'heure, c'était autour de 2 € les pâtes classiques de supermarché et jusqu'à moins d'1 € le kilo. Les premiers prix. Ouais, les premiers prix très bas de gamme. Eh bien oui, c'est ça. Alors c'est l'artisanat qui fait ça, c'est le fait de ne pas avoir d'économie d'échelle. On travaille très peu de surface et de quantité en fait par rapport à ce qui se consomme en fait. Donc ça augmente les prix. J'essaye d'avoir des prix proportionnels au coût réel. Tu sais ce que c'est mon rêve ? C'est de baisser le prix de mes pâtes. Mon rêve, c'est que l'année où il y a une bonne année, où tout le monde va se mettre d'accord pour dire que c'était une année exceptionnelle de récolte, ça peut arriver, même si un paysan se plaint toujours, ça peut arriver. Et bien cette année-là, je dirais quelle est la réalité du terrain ? C'est que j'ai fait une très bonne année. Donc pour le même usage, pour mon même temps passé, j'ai plus récolté. Donc en fait, il m'a coûté moins cher, je peux baisser mes prix. C'est un petit peu utopique, mais c'est mon rêve. Parce que les années de détresse, mais on est en train d'en vivre une, parce que l'année dernière a été catastrophique. Le pain a augmenté cette année, par exemple, parce que l'année a été catastrophique, mais pourquoi pas le baisser une année exceptionnelle, en fait. T'es un petit peu bolchevique sur les bords ? Je sais pas, en tout cas, adapté à mon entreprise. Voilà, si on veut vraiment dire aux gens, il faut se connecter à la nature... Eh ben, il n'y a pas que des avantages économiques, en fait. Il y a un moment, si on veut vraiment coller à la réalité, eh ben, s'il y en a plus, eh ben, on n'a pas besoin de payer aussi cher. Tu dis que le prix du pain a augmenté aussi cette année en France, mais est-ce que c'est parce que c'est une année catastrophique en France ou c'est une année catastrophique mondialement pour le blé et du coup ça fait augmenter le prix des cours du blé ? Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on nous dit que l'année a été catastrophique. C'est pas toujours vrai, c'est pas vrai partout, mais l'année a été catastrophique sur la quantité, mais aussi sur la qualité du blé. Donc tout au bout de la chaîne, les paysans qui vendent à des coopératives, ils ont été payés moins cher, parce que leur qualité était moins bonne, parce qu'avec une météo comme celle-ci, les taux de protéines étaient moins élevés, les taux de maladie étaient plus élevés dans le grain, donc la qualité, en fait, absolue, si on regarde par exemple les 10 dernières années, elle était moins bonne, donc on leur a payé moins cher. Sauf que au bout de la chaîne, de l'autre côté de la chaîne, les consommateurs, eux, ils ont acheté plus cher parce que du coup, c'était moins bon. Donc à un moment, il y a un delta, il est passé où, quoi ? Donc ça, c'est la spéculation. L'industrie agroalimentaire et le marché mondial de l'alimentation, c'est un poids énorme. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Donc encore une fois, je reviens au fait de reprendre le pouvoir de son produit, en fait, et de commercialiser soi-même. Tout à l'heure, tu t'as évoqué le fait que tu avais un salarié et que du coup tes journées étaient rythmées totalement différemment que quand tu as démarré.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui travaille pour soi, et est-ce que c'est un poids sur la conscience parce qu'on a la responsabilité de réussir à dégager suffisamment de revenus dans l'entreprise pour payer son salarié, ou est-ce que c'est une libération parce qu'on se dit j'ai tout ce temps pour faire plein d'autres trucs, je m'occupe plus trop de la production de la farine, ou est-ce que c'est une joie de tous les jours parce que du coup tu as un partenaire de travail au quotidien? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Bah écoute, oui, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Au début, ça a été une nécessité. Pour réussir à rentrer dans nos frais, pour réussir à faire tourner l'entreprise, pour réussir à progresser, toute seule, j'y arrivais plus. Il me fallait quelqu'un pour m'aider, quoi. Mon père, au niveau de la production végétale, ça allait. Il arrivait à gérer les 90 hectares. Hein. Un paysan peut gérer 90 hectares à peu près. Mais moi, la transformation, du coup, ça commençait à plus marcher. Donc, j'ai cherché quelqu'un. Vraiment pour m'aider. Hein. Là, sur le moment, c'était pas l'urgence, mais presque. Et ensuite, du coup, j'ai trouvé un salarié qui était vraiment très bien. Ça continue. On vient de signer son CDI, là, maintenant. Il est là depuis le 1er avril de l'année dernière, de 2021. Et donc, petit à petit, ils se sont posé les questions. Oui, quand à la fin du mois, je devais le payer, ça a été un petit peu stressant et remplacé par une très grande fierté. En fait, je suis vraiment très fière que ma petite idée du début de faire des nouilles, ça a pu créer un emploi. Parce que ce jeune homme que j'ai embauché, il a une famille, il a des enfants. Et ce qu'il gagne en travaillant nos produits, ça permet de faire vivre sa famille. Donc, c'est vraiment une très grande fierté. Et puis c'est beaucoup de joie parce que on s'entend bien, il est intéressé par nos valeurs, il est intéressé par ce qu'il fait, il a appris des choses, il m'a appris des choses aussi. Il me force à être plus organisée parce que du coup je suis plus toute seule, je suis obligée d'être bien organisée, de lui prévoir son emploi du temps, de lui donner des responsabilités, mais avant ça j'ai dû le former. Quand on signe un CDI, il y a plein d'histoires de papier, d'administratif, et ça il faut le gérer. Et donc ça me challenge beaucoup. Ça me donne envie d'aller plus loin, d'aller offrir du travail à plus de monde. Voilà, dans l'idée de promouvoir le local, il y a aussi la main-d'œuvre en fait. Hein. Et donc j'embauche une main-d'œuvre locale et du coup c'est complètement logique. On s'entend, hein, ton métier c'est produire, c'est créer de la valeur, c'est en même temps entretenir le paysage, participer au maintien d'un écosystème riche grâce à l'agriculture, avec l'agriculture. Mais tu restes chef d'entreprise et tous tes produits, il faut les vendre. Donc on a compris que tu vendais sur les marchés les week-ends. Et où est-ce que tu distribues autrement tes produits ? Alors, j'ai beaucoup de débouchés. C'est un avantage et un inconvénient. Voilà, l'avantage, c'est que je mets pas tous les œufs dans le même panier. L'inconvénient, c'est qu'il faut que j'aille toujours en chercher d'autres. Donc, il y a les marchés, certes, mais ça représente une petite partie. Ensuite, il y a la distribution dans des magasins indépendants, des épiceries. Tout ça, on reste toujours dans la même région. Hein. Dans ma région, ça suffit déjà comme secteur de vente. Il y a des magasins un peu plus connus, comme les Biocoop. Les Biocoop, depuis qu'on a notre labellisation agriculture biologique, on a le droit d'y rentrer, enfin de postuler tout du moins. Beaucoup d'épiceries indépendantes, comme je disais. Un petit peu les collectivités. Ça aussi, c'est vraiment intéressant et ça me fait plaisir de travailler avec des écoles, par exemple, de travailler avec des mairies, de travailler avec des maisons de retraite, des choses comme ça. Donc là, on parle sur un peu plus de volume, moins cher, mais plus de volume, parce que c'est pour aller cuisiner. Donc de la farine, des huiles, un petit peu de pâte aussi, ils en prennent un petit peu. Voilà, ça c'est tous les débouchés. Il y a les magasins de producteurs qui sont intéressants. Donc là, c'est des agriculteurs qui se regroupent en coopérative. Donc là, j'ai pris des parts dans le magasin. Donc je fais partie de l'organisation. C'est des magasins qui existent depuis longtemps, hein, mais régulièrement des nouveaux agriculteurs peuvent rentrer, prennent des parts, et donc il faut donner du temps également dans ces magasins, tenir des permanences, on dit. Donc il faut aller tenir le magasin en fait, hein, de temps en temps, proportionnellement à son chiffre d'affaires en fait. En plus de ces magasins de coopératives, tu disais les Biocoop ou les petites épiceries. Est-ce que de travailler dans ces schéma de distribution plus classique, qui se rapproche un peu plus de la grande distribution, parce que Biocoop c'est quand même énorme le nombre de magasins qu'ils peuvent avoir, les volumes qu'ils peuvent vendre, qu'ils peuvent écouler. Est-ce que rentrer comme ça, toi qui es petite agricultrice, est-ce que c'est une négociation dure ? Est-ce que tu dois t'engager sur des volumes, sur ta qualité, sur certains points importants et contraignants pour toi ?
Pour le moment, j'ai pas de contrainte à travailler avec ces épiceries et ces magasins. Chaque Biocoop souhaite travailler avec des agriculteurs locaux, donc ils se mettent vraiment à notre portée et ils acceptent nos tarifs. Là, on parle des quelques Biocoop autour de chez moi, donc on est vraiment dans des petites quantités, du local. Moi, je fais partie du rayon local, donc on n'est pas sur le produit mainstream de base de la plateforme d'achat. Donc pour l'instant, c'est eux qui s'adaptent à nous. Est-ce que si j'allais dans des volumes plus gros, là on devrait se heurter à des négociations et je devrais m'adapter à eux et à leurs conditions? C'est possible. Donc pour l'instant, effectivement, la partie grande distribution, ça m'intéresse moins. Même j'y vois que des inconvénients. Je suis pas très intéressée par ça et je pense que surtout je m'y perdrais. Je perdrais mes valeurs. Donc pour le moment, je continue comme ça, dans la partie locale des Biocoop, dans les petites épiceries indépendantes. À mon avis, je pense que ça me correspond mieux. Mais je suis très curieuse de voir ce qui se passerait si j'allais sur des volumes un petit peu plus gros. Et d'autant que si tu rentrais sur le réseau national de Biocoop, par exemple, hein, on dit Biocoop depuis tout à l'heure, mais c'est parce que c'est l'un de tes partenaires, oui. Tu serais plus local en fait. Et je serais plus locale. C'est vrai qu'en fait, qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de donner de la valeur à nos régions rurales et c'est pour ça que j'ai abandonné la vente en ligne, par exemple, vendre à l'autre bout de la France. Par exemple, quelqu'un qui vient en vacances dans le Limousin, qui me rencontre et qui tout le reste de l'année veut trouver ma farine, je suis vachement flattée, en fait, et je suis très contente. Mais très vite, je dis à cette personne qui me recontacte par mail, je leur dis, mais contactez le meunier qui est près de chez vous. Il fait très certainement la même qualité que moi. Hein. J'ai rien inventé. Hein. Cultiver en bio et moudre de la farine, c'est valeureux, mais c'est faisable partout, quoi. Donc quand on veut promouvoir le local, il faut mettre un petit peu sa vanité de côté et dire, moi, je suis pas le local de tout le monde, quoi. Donc allez voir vos meuniers et vos producteurs locaux. Toi, tu as choisi de faire un produit qui est un produit du quotidien, qui est un produit que tout le monde a dans ses placards, mais de façon qualitative, de qualité, moi je dirais haut de gamme. Mais est-ce que le haut de gamme dans les pâtes, c'est rentré dans les mœurs chez les gens? Est-ce que ça intéresse les gens? Quelle est la perception, surtout de tes clients sur les marchés, puisque c'est ceux avec qui tu es le plus en contact? Quelle est la perception des gens quand ils voient ton produit? Alors effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une petite barrière mentale sur le fait d'acheter des pâtes à 7 € le kilo. Je le comprends parfaitement. Donc pour l'instant, mes produits phares, c'est plutôt les huiles de qualité. Donc on accepte qu'ils coûtent cher. Ma farine, ça sort pas si cher que ça, la farine. Hein, c'est assez acceptable. Donc ça marche bien. Et les pâtes, c'est beaucoup de communication. Il faut en parler, il faut expliquer pourquoi. Moi, j'essaye de dire que je veux replacer les pâtes au cœur du repas. C'est pas juste l'accompagnement d'un steak haché. Donc en fait, ça a une vraie valeur nutritionnelle. Donc si vous mangez ces pâtes-là, ça va vraiment vous nourrir, quoi. C'est pas juste pour accompagner, c'est pas le bout de pain qui pousse dans l'assiette. Ouais, et puis c'est pas juste le repas quand on est en galère. Ouais, voilà, c'est ça. Elles ont du goût. Les pâtes que je fabrique, elles ont du goût parce que c'est des blés qui ont du goût. Elles ont une texture particulière. Donc, c'est beaucoup de communication. Mais effectivement, il n'y a pas un marché énorme parce que il y a cette barrière. Les pâtes, normalement, ça coûte pas cher. Donc voilà, c'est pas si facile que ça à vendre. Hein. Tu vends 100% quasiment 100% de ta production en direct. C'est bien ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est de la vente directe quand tu vends aux épiceries? Oui, la vente directe, c'est 0 ou un seul intermédiaire, quoi. D'accord, donc tu vends toute ta production en vente directe. Donc en plus, tu fais des produits transformés, tu vends aucun produit brut? Alors, dans notre entreprise agricole, on a un petit peu de vente agricole quand même, de produits bruts issus de l'agriculture, par exemple le foin, par exemple la paille, parce que 50 hectares de céréales, 50 hectares de paille. On vend un petit peu de grains aussi, parce que comme je disais, il y a un petit peu de céréales pour l'alimentation animale, donc il y a du triticale, de l'orge, de l'avoine. Voilà. Une fois qu'on presse du tournesol, des oléagineux, on en retire également des tourteaux. Donc ça, ces tourteaux, ils sont valorisés en alimentation animale. Donc si tu regardes mon chiffre d'affaires brut agricole, mon chiffre d'affaires total de l'entreprise, il y a un petit peu d'agricole. Par contre, tout ce qui est transformé est vendu en circuit court, oui.
Quand on rentre en école d'ingénieur, il y a des notions qu'on apprend très vite. C'est la notion de création de filière et valorisation de filière, et c'est-à-dire aider les agriculteurs ou les chefs d'entreprise à gagner le plus d'argent possible sur leurs produits, tout en restant alignés sur leurs valeurs, évidemment. Donc la valorisation et la création de filière, on te dit tout de suite, la meilleure façon de gagner plus d'argent avec votre produit, c'est de le transformer, d'une part, de ne pas le vendre brut, et d'autre part, de faire de la vente directe. Donc toi, tu fais les deux choses. Donc tu es un cas d'école. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire de la transformation et de la vente directe? Si tu prends l'agriculture conventionnelle, c'est impossible de vivre sur 90 hectares en céréales. Alors attention, je vais parler pour les céréaliers, la grande culture. C'est impossible de vivre sur 90 hectares. Quand j'étais petite, mes parents étaient céréaliers. Ils avaient plus de 100 hectares. Je crois qu'ils avaient 120 hectares ou quelque chose comme ça, dans le Poitou, donc des grandes plaines. Ils cultivaient des céréales. Il n'y avait pas d'histoire de prairie, pas d'histoire de jachère, de choses comme ça. T'enchaînais blé, maïs, un peu de tournesol, c'est tout. C'était ce qu'ils faisaient. Ils vendaient à la coopérative. Et voilà. C'était le schéma qu'on imposait. Ils ont dû vendre. Ça a duré 3 ans. Ils n'ont pas pu faire vivre leur famille, mes parents et 3 enfants. Ils n'ont pas pu vivre. Donc aujourd'hui, on est 2, mon père et moi, sauf que moi j'ai ma petite famille. Mon père représente le couple, mon père et ma mère. On embauche quelqu'un, quasiment à temps plein, il est à 28 heures semaine, tout ça sur 90 hectares. Donc je pense que la réponse, elle est là. La transformation, c'est maîtriser, c'est avoir le pouvoir, oui. Et donc on peut vivre à 3 familles sur 90 hectares, oui. En transformant et en vendant soi-même, en limitant les intermédiaires. C'est ça, ouais. Et encore, c'est de la céréale. Si on avait 90 hectares de maraîchage, je te dis pas à combien on vivrait. Mais bon, on peut pas manger que des légumes. Ouais. Pour être un cas d'école encore plus poussé, tu aurais un magasin à la ferme. Alors pourquoi c'est pas le cas? Pourquoi tu vends pas tes produits dans une petite boutique un jour par semaine à la ferme? C'est vrai que beaucoup de transformateurs, de producteurs transformateurs le font venir les gens à la ferme. Ça, c'est juste personnel. Ça correspond pas forcément à mes journées, à ma façon de travailler. Ça correspond pas forcément à mon produit aussi, parce que j'ai un produit qui se stocke facilement. C'est pas du frais. Il y a pas besoin d'aller très vite pour venir l'acheter. Donc tu peux attendre le marché de la semaine d'après. Tu peux aller au magasin. Voilà, ça correspond pas forcément à ma façon de faire aussi. Quand je travaille, j'ai besoin de pas être trop dérangée parce que je m'organise comme ça sur des temps assez courts. Je préfère consacrer du temps aux livraisons. Je préfère aller plutôt un peu plus loin, aller livrer un petit peu plus loin dans le département. Ça, c'est des choix vraiment propres à l'agriculteur. C'est l'avantage, on peut choisir nos canaux de distribution, quoi. Et d'autant que tu as déjà quelque chose à la ferme puisque vous faites ferme auberge. Voilà, donc sur des temps vraiment dédiés, j'ai décidé de développer la ferme auberge. Donc là, c'était la ferme auberge de mes parents. Il y a 30 ans, mes parents ont eu un moment, pendant quelques années, ils étaient producteurs de canard gras et ils avaient leur ferme auberge. Donc il en reste une très belle salle que j'ai rénovée, et j'ai rénové la cuisine, et du coup j'ai ma petite salle, une trentaine de couverts que je fais. Maintenant, j'ai commencé à mettre un calendrier un petit peu plus régulier, mais sinon, c'est un peu quand l'envie me prenait. Grâce aux réseaux sociaux, c'est immédiat et gratuit. Je diffusais le fait que je faisais un repas et j'arrivais à remplir ma salle, et voilà, les gens venaient manger. Enfin, viennent manger. On arrive maintenant à la fin de l'interview, donc sur les rubriques avec les questions que je pose à tous les invités. Est-ce que tu es prête psychologiquement à répondre à mes questions philosophiques? Allez, vas-y. Est-ce que tu peux nous donner Est-ce que tu peux lancer une bouteille à la mer et donner un message pour les jeunes qui veulent se lancer comme toi? Alors, peut-être pas des jeunes qui veulent rater la prépa, ensuite aller en BTS, puis à la fac, puis en école d'ingé, puis faire un enfant, puis continuer ses études et se lancer dans une ferme. On va plutôt les gens qui veulent se lancer dans l'agriculture. Il faut pas oublier que l'agriculture, c'est quand même beaucoup de connaissances, donc il faut prendre le temps d'acquérir ces connaissances. Après, il faut pas avoir peur de se lancer, à mon avis, parce que c'est en pratiquant qu'on apprend. L'agriculture, c'est pas facile parce que c'est un métier un peu ingrat qui demande beaucoup d'investissement financier, mais aussi en temps. Donc il faut bien savoir que l'agriculture, c'est un mode de vie.
plus qu'un métier. Alors de plus en plus, on arrive à compartimenter et à voir l'agriculture comme un métier, et on arrive à avoir des vacances, du temps libre et des choses comme ça. Mais quand même, faut surtout pas oublier que l'agriculture, c'est tous les jours, tout le temps. Ça ne s'arrête pas. On travaille avec du vivant. On est entrepreneur, donc on travaille pour nous. On travaille avec du vivant, donc ça s'arrête pas vraiment. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit tout le long, c'est beaucoup de liberté. On choisit. C'est des choix. Et donc ça, c'est vraiment passionnant. Donc l'agriculture, c'est peut-être en fait finalement un métier comme un autre. On peut choisir d'y venir, on peut choisir d'en partir. C'est fini maintenant. Le fait d'être bloqué, on l'a hérité. Donc il faut poursuivre l'entreprise familiale, la ferme familiale. Il faut pas en sortir. C'est, à mon avis, aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible l'agriculture. Donc faut pas hésiter à venir. Et moi, ce que je retiens de notre conversation, c'est aussi que l'agriculture, comme tu la pratiques, c'est beaucoup de fierté. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de fierté. On fait nous-mêmes, on donne à manger à des gens, c'est quand même bien. Et en plus, des produits qu'on trouve valeureux. Donc, c'est très bien d'être médecin et de sauver des vies, mais il faut aussi se nourrir. Donc, en fait, l'agriculture, moi, j'aimerais bien redorer le blason de l'agriculture, quoi, parce que on a longtemps été des bouseux dans leur ferme, quoi. Et en fait, c'est plus ça aujourd'hui. On a été des étudiants, on a eu des diplômes, on est aussi des personnes actives dans le paysage économique de nos régions. Aujourd'hui, l'agriculture est vraiment valorisée, mieux revalorisée en tout cas. Alors, est-ce que tu peux nous faire une recommandation culturelle ? Oui, alors comme je disais, l'agriculture, ça s'apprend. Donc du coup, moi je suis une grande adepte de lecture. Et il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle « Notre pain est politique ». Et ça a été écrit par un groupe de personnes, plus particulier de l'ARDEAR, qui défend l'économie rurale. Et en fait, ça permet de décrire toute l'évolution de la céréale et de la transformation, et donc du pain en fait, parce que on mange du pain tous les jours, à tous les repas, depuis toujours en France quasiment. Et donc manger du pain, c'est un acte politique parce qu'on soutient quelque chose en fait en achetant du pain. Et donc voilà, ça théorise tout ça, c'est très intéressant, c'est accessible à tous. Voilà, j'aime bien ce petit livre. Ouais. Je vous mets le lien du livre en description, et je mets systématiquement un lien vers le site Les Libraires qui permet de savoir dans quelle librairie locale le livre est déjà présent, ou alors de le commander directement dans une librairie et de le recevoir chez soi. Ce n'est pas un lien affilié, c'est juste un site que j'ai trouvé une bonne alternative à Amazon. Si tu pouvais revenir dans le passé et parler à la Tiffaine âgée de 16 ans, est-ce que tu lui dirais un truc ou est-ce que tu la laisserais tranquille ? De toute façon, il faudra bien qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Mais quand même, pourrait lui dire qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de choses à faire, et il y a plein de choses qui valent le coup. C'est pas obligé de viser le plus haut, et si tu échoues sur un truc que tu visais depuis toujours, c'est pas si grave en fait. C'est peut-être aussi quand t'avais orienté vers ça, mais c'est pas vraiment ce que tu voulais. Donc du coup, il faut pas avoir peur de ce qui va arriver, et on peut tirer des bons côtés de chaque chose, de tout ce qui va arriver. Est-ce que tu peux nous suggérer un invité que tu aimerais bien entendre sur notre podcast ? C'est vrai que vous interviewez des personnes avec des profils très différents, donc il y a des personnes avec des profils très différents qui m'intéressent, que ce soit d'un côté mon amie qui est maraîchère, qui vit dans la ville d'à côté, qui a un parcours un peu comme le mien avec les mêmes études, mais qui elle a décidé de se consacrer au maraîchage et qui va jusqu'au bout de tout. C'est passionnant, quoi. C'est vraiment passionnant de l'entendre parler de ses semis, de la façon dont elle cultive en traction animale avec des animaux. C'est génial, c'est passionnant. Et pourtant vous avez entendu que le maraîchage c'est pas ma passion, mais c'est si dur comme métier. Mais donc j'adore cette femme. Vous pouvez aussi aller voir des personnes qui théorisent et qui travaillent un petit peu plus dans ma branche. Par exemple Roland Feuillas, qui est un paysan meunier qui est très connu et boulanger, qui lui est un néo-rural, ça fait pas longtemps qu'il est agriculteur et qui a décidé d'être assez médiatisé. Donc du coup il parle à tout le monde de comment est-ce qu'on cultive aujourd'hui du blé ancien et pourquoi. Et donc c'est vraiment intéressant. Voilà, pourquoi pas aller voir des gens comme ça. Et pour conclure, où est-ce qu'on peut te suivre, toi et Lou Gabissou ?
Pour voir ce qui se passe à Lougabissou, il faut pas hésiter à aller voir mon site internet lougabissou.fr ou sinon plus mon quotidien et le quotidien de la ferme sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Instagram, c'est rigolo, il y a plein de choses à faire dessus. Donc c'est toujours Lougabissou. On peut suivre les activités, on peut voir quand la farine est renversée par terre, quand il y a des erreurs, et aussi on peut voir les fameuses pasta box à la truffe pendant les fêtes de fin d'année. Voilà, je montre tout. Bon, merci beaucoup Tiffaine. Merci. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo. Dans le prochain épisode, on sera avec Benoît Schumann, le pompier biterrois à l'origine de la géniale association Projet Rescue Océan. Et ça se prononce comme ça, pas Project Rescue Ocean. Moins de blabla, plus d'action. Ramasser les déchets plastiques, métalliques, le polysirène et les filets de pêche sur la plage, une action simple, satisfaisante et compréhensible par tous. Voilà ce que Benoît Schumann a réalisé en créant l'association Project Rescue Océan, qui utilise le pouvoir des réseaux sociaux pour organiser des ramassages de déchets avec les citoyens. Sans parler de militantisme, d'écologie, mais tout simplement d'éco-citoyenneté, il comprend le défi de faire changer les mentalités et de faire évoluer notre regard sur l'environnement. En attendant, je vous invite à nous suivre sur notre compte Instagram oiseau.bondissant. Si l'épisode vous a plu, faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et si vous êtes utilisateur d'Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire. À bientôt!